Vous collez une progresse. C'est quoi ça? My God. Nous qui faisons semblant de parler anglais. Oui, la GIFA, c'est en fait l'idée d'une dame, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Awa. Awa, j'avais écrit son prénom. Awa Kone, quelque chose comme ça. Mhm. Attends, je ne veux pas dire de bêtises parce que pour rendre à César ce qui est à César, Awa Keïta, excusez-moi, j'ai dit Kone. Awa Keïta, c'était une femme politique du Mali. Et en fait, ils avaient organisé genre une rencontre des femmes panafricaines. C'était en 1974, en 1974 et tout. Et c'était la première fois qu'il y avait cet événement, en fait, que des femmes se rassemblent, des grandes dames de l'Afrique se rassemblent pour un sommet, en fait. Et depuis ce jour-là, elle avait instauré la journée internationale de la femme africaine. Dans le Ok. sommet, il s'était réuni en 1962. Excusez-moi, autant pour moi. Il s'est réuni en 1962 et en fait, ça avait rassemblé beaucoup de femmes de grands noms et tout ça. Et elle avait instauré cette journée et la journée, elle a été officiellement reconnue par l'ONU en 1974. Tu vois? Ouais. Donc là, Ouais. aujourd'hui, et la première rencontre, justement, c'était un 31 juillet, le 31 juillet 1962. Et du coup, elle avait décidé d'instaurer cette journée chaque 31 juillet, en fait, du coup, à la date anniversaire. Et donc, l'ONU a reconnu officiellement cette journée internationale le 31 juillet 1974. Donc, aujourd'hui, ça fait 52 ans. Donc, c'était un message fort aussi pour nous, la nouvelle génération, parce que, en fait, ça nous montre qu'il y a une seule femme qui s'est levée, qui a eu l'idée, qui a eu la vision, qui a eu la motivation de rassembler les autres femmes. Et on voit que par rapport à cette vision, en fait, jusqu'à aujourd'hui, ce mouvement, il continue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la GIFA, même si c'est pas très connu, bon, il y a deux volets, même si c'est pas très connu, mais après 52 ans, c'est un mouvement qui existe toujours. C'est une journée internationale qui existe depuis 52 ans et qui est célébrée du coup dans le monde entier, tu vois. Donc, Mm. c'est quand même un message fort. Cette dame-là, je ne sais pas quand elle avait entrepris ce projet, est-ce elle se disait que 52 ans après, même quand je ne serai plus, cette initiative, elle va continuer. Eh bien oui, cette initiative, elle continue. Donc, ça montre qu'une seule femme peut se lever et puis elle peut faire bouger quelque chose, elle peut faire avancer quelque chose, que ça soit local, euh, ou national et même international. Et comme les autres femmes l'ont suivi, ça a mis encore plus d'impact. Donc le message fort qui est là, c'est quand une femme, elle se lève, elle peut faire bouger quelque chose, même un petit peu. Et quand les autres, elles soutiennent, alors là, ça donne encore plus de force, en fait. Ça donne encore plus de force, plus d'impact et tout. Donc voilà, c'était ça le grand message. Et du coup, l'association divine, voilà, comme l'association divine, c'est l'objet de l'association, c'est voilà, d'œuvrer en faveur des femmes pour valoriser la femme, encourager la femme, soutenir l'entrepreneuriat féminin, tout ce que fait la femme, tout ce que la femme elle est, on veut valoriser ça, on veut soutenir ça, on veut encourager, on veut le mettre en lumière, voilà, de différentes manières possibles. Donc là, comme en ce 31 juillet, bon, bah, voilà, on ne pouvait pas laisser passer la date comme ça. Du coup, le but, c'était là d'échanger entre nous et voilà, d'échanger un petit peu entre nous par rapport à ce thème de la GIFA, la Journée internationale de la femme africaine. Comme tu ne le savais pas, bah maintenant tu sais, chaque 31 juillet, c'est la Journée internationale de la femme africaine. L'ONU donne des fois un thème, mais chacun, comme il veut, à travers le monde, organise des choses comme un peu la Journée internationale de la femme, organise des événements autour de cette journée et tout. Donc, moi, j'avais souhaité rassembler du monde autour de cet événement et tout. Et puis, donner la parole aux femmes et tout. Voilà, les femmes que nous sommes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, voilà. Alors, je vais te donner la parole pour que tu te présentes, même si je te connais, mais j'aimerais voir comment tu te...
Tu vas te présenter pour que tu te présentes brièvement. Et puis après, je vais poser quelques questions. On va apporter certains sujets pour développer comme ça. Voilà. Donc, si D'accord. tu peux. Alors, moi, c'est Espérance, j'ai 39 ans, je suis d'origine congolaise. Euh, voilà, je suis infirmière dans la vie, je suis maman solo et africaine. Donc, Et, c'est un thème qui m'intéresse. Oui, du coup, je suis congolaise, je suis africaine. Oui, donc c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. C'est en fait, la JIFA, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui de me connecter pour en apprendre un peu plus. ok. Du coup, tu t'es présentée comme étant une femme d'origine congolaise, une femme africaine. Quel est ton lien? Est-ce que tu peux développer ou expliquer quel est ton lien avec l'Afrique? Alors, mon Quel lien est ton avec lien avec l'Afrique? Et tu t'es définie comme africaine d'origine congolaise. Donc, quel est ton lien avec l'Afrique? Et est-ce que tu te sens réellement africaine et pourquoi? mon lien avec l'Afrique, c'est le fait que je sois issue de deux parents d'origine congolaise. Moi, je suis née en France. J'ai déjà voyagé étant petite au Congo-Brazzaville. Cependant, depuis, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Et, euh, et j'attache une grande importance à mes racines. J'aimerais un jour y retourner. J'aimerais un jour bâtir quelque chose là-bas. Je dis pas que je me sens plus française qu'africaine parce que j'ai grandi essentiellement en France, mais voilà, j'ai vraiment envie de renouer avec mes racines, avec voilà, avec le pays de mes ancêtres et ma culture du côté de mes parents. Voilà. Je sais pas si. Mais pourquoi c'est important pour toi de... Parce que là, tu dis renouer avec tes racines. Alors, est-ce que selon toi, là, t'as pas de lien avec tes racines, à part, si je Non, peux dire, pas. bon, ta couleur? Ouais, non, pas véritablement. Même si je mange des plats africains, voilà, mais c'est pas non plus. C'est pas assez en fait. Faut vraiment en fait que je m'immerge dans le milieu, dans, dans le pays en fait, dans les terres africaines pour voilà aussi connaître et, euh, et m'investir si je peux aussi en Afrique. Du coup, tu te sens africaine parce que voilà, tu es d'origine congolaise, donc née de parents congolais. Donc, tu te sens africaine que par le lien filial, ou tu te sens moins africaine parce que tu es née en France et tu as jamais, si on peut dire, mis les pieds au Congo. Donc, est-ce que tu te sens moins africaine par rapport à ça? Et est-ce que ton seul lien avec l'Afrique, c'est vraiment que le lien filial? Euh, ben, en vrai oui, c'est vraiment que le lien filial parce que je connais pas plus que ça, si ce n'est le fait que je côtoie beaucoup de personnes du milieu africain. C'est ça, en fait, qui me rattache, entre guillemets, à l'Afrique. Mais en fait, j'aimerais aussi avoir ce lien personnel, créer un lien personnel, moi, avec l'Afrique, avoir mes propres connaissances, ma propre expérience, mon propre vécu, plus que ce que j'ai déjà pu vivre quand j'étais plus jeune, enfin petite. Mais non, je considère pas qu'il y a que le lien filial. Il y a aussi d'autres choses qui me permettent de me sentir africaine. Et même si quand on est en France, je vais pas rentrer dans ce débat-là, quand on est en France, on se sent pas africain parce que, enfin, on se sent pas français du fait de la couleur, du fait de plein de choses. Ça, je vais pas mettre ça sur le tapis, mais voilà, en fait, retrouver en fait d'où je viens, mes racines. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu peux donner des exemples? Parce que là, t'as dit de manière générale, mais des exemples justement des choses ou des paramètres bah, qui te font dire ou qui te relient à ton africanité et à tes origines, à, à tes origines en fait, Des dans la exemples. vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui me relie à l'Afrique, c'est ça, dans la vie de tous les jours? Oui, Bah, ma ou à couleur. tes origines. Oui, ouais, ben oui, c'est vrai. Mhm. Ben oui,
dans la vie de tous les jours. Ici en France, il n'y a pas vraiment de choses qui me relient à l'Afrique, en fait, dans ma vie de tous les jours. Mon travail, je vais pas dire c'est un travail, voilà, il n'y a rien, en Mhm. fait, au quotidien qui me relie, en dehors de ce que je peux manger, de ce que je peux écouter comme musique. Mhm. Non, c'est pas, il n'y a rien d'autre. C'est dans ça que tu te retrouves, en fait, dans la musique et, Mais et les plats, la la gastronomie, gastronomie. ouais, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est n'importe qui peut écouter de la musique à la sonorité africaine, n'importe qui peut manger des plats africains. C'est pas pour autant qu'on va se sentir africain. Voilà, faut vraiment une immersion totale pour que je sache, que je ressente, que je Mhm. vive l'africanité. Ah, ok. Donc, est-ce que d'après toi, quelqu'un qui n'est pas, voilà, parce qu'on parle, hein, le thème, c'est, comme c'est bien inscrit, la femme africaine de la diaspora, donc toutes les femmes d'origine africaine qui habitent, qui sont nées ou qui habitent ou qui évoluent dans un autre pays qu'un pays d'Afrique. Donc, les femmes africaines de la diaspora, notre regard sur l'Afrique et nous. Donc, est-ce que pour toi, du coup, quand on est né, euh, quand on est né en dehors de l'Afrique ou qu'on a grandi en dehors de l'Afrique ou qu'on vit, qu'on évolue en dehors de l'Afrique, on peut se sentir totalement africain que si on a remis les pieds sur le continent. Moi, je Est-ce pense que que c'est c'est une pour toi un des expérience. paramètres ou le seul paramètre ou un des paramètres? Non, c'est pas le seul paramètre, c'est un des paramètres. Après, on peut très bien, euh, comment dire, c'est quoi ce mot même? On peut très bien, en fait, rentrer dans un mouvement. Par exemple, si je rejoins une diaspora, que je m'intègre vraiment, ce sera aussi un moyen de me rattacher à ma culture, à mes valeurs. Et, euh, et aller en Afrique, c'est juste, c'est un plus, en fait. Mhm. C'est un plus. Mhm. C'est un plus Mhm. important. Ok, d'accord. Et du coup, attends, je regarde, je développe un peu, je regarde un petit peu les petites questions. Mais oui, mais en fait, Euh, ben, excuse-moi, mais toi, tu me poses ces questions, mais toi, maintenant, quel est ton regard vis-à-vis de tout ça par rapport. ben, moi, si par rapport aux questions que je t'ai posées et tout, ben, moi, si mon regard sur l'Afrique et mon, comment dire, mon africanité, parce que voilà, c'est le mot, de toute façon, c'est le mot, mon africanité, elle est ressortie plus quand j'ai pris conscience, en fait, de mon identité. Parce Mhm. que, bon, aujourd'hui, je peux dire que dans tous les cas, je suis africaine depuis la naissance, même si je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis africaine depuis ma naissance parce que de toute façon, c'est dans mes gènes. C'est dans mes gènes. Je suis née de parents africains. Donc, dans tous les cas, c'est génétiquement, je suis africaine et de toute façon, on porte l'Afrique, comme tu as dit, on porte l'Afrique sur notre peau. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier, on ne peut pas nier et on ne peut pas renier. Même si on est né et on a grandi ailleurs, notre couleur, là, ça nous interpelle et ça nous rappelle que bah, on vient de quelque part et qu'on vient de l'Afrique. Non seulement Mhm. la couleur, et du coup, cette couleur, eh ben, elle est directement reliée, c'est par rapport aux gènes et au sang qui coule dans nos veines. Donc, dans tous les cas, l'Afrique, elle est en nous et tout. Mais quand on est enfant, en fait, quand on est enfant, on ne se pose pas ces questions-là. Quand on est enfant, on n'a pas conscience de ça. On s'en fout complètement de je suis africaine, pas africaine, je suis née, quelle origine et tout. On s'en fout complètement de ça. On ne se pose même pas la question. Donc, c'est pour ça, moi, mon africanité, là, j'en ai pris conscience bah, en grandissant, en devenant plus mature et tout. Et c'est là que j'ai fait de plus en plus attention à mes origines et que j'ai commencé justement à donner de l'importance à ses origines parce que l'origine fait partie bah, de l'identité. On ne peut pas être, pour moi, on ne peut pas être ce qu'on est ou être pleinement épanoui ou ce qu'on doit être si on ignore ou on renie ses origines. Donc, pour moi, je suis 100% africaine, donc 100% congolaise, mais donc du coup 100% africaine, parce que moi, je n'aime jamais faire de différence. Oui, je suis d'origine du Congo, mais c'est l'Afrique. Donc dans tous les cas, 100% congolaise, 100% africaine, mais aussi 100% française et 100% européenne, parce que je suis née ici, sur le sol français.
Donc, mes premiers pas, quoique moi, c'est une histoire différente parce que mes premiers pas, c'était sur le sol congolais. Parce que je suis née ici, mais je suis retournée bébé. Donc, j'ai commencé à marcher, parler, tout sur le sol congolais. Donc, c'est un peu différent. Mais du coup, j'ai grandi ici complètement imprégnée dans la culture française et du coup européenne. Donc, on ne peut pas dissocier un pays de son continent. Donc, du coup, moi, je suis 100% africaine et 100% européenne, 100% congolaise et 100% française. C'est comme ça que je me sens. En fait, il n'y a pas de moitié-moitié. C'est 100% d'un côté, c'est 100% de l'autre côté. Donc, voilà, par rapport à l'africanité, ce que je peux dire. Et, euh, et non, le fait de ne pas avoir... je suis venue ici, c'est quoi? J'avais 3 ans ou 4 ans. J'avais 3 ans ou 4 ans et tout. Donc, comme j'ai dit, quand on est enfant, on ne se soucie pas de ces choses-là. C'est en grandissant. Et c'est vrai qu'en grandissant, là, justement, je me suis dit, non, j'ai des origines et tout. Il faut que je puisse retourner. J'avais une peur, je l'ai toujours, la peur de l'avion, la phobie de l'avion, mais pour moi, c'était inconcevable. Il fallait que je puisse retourner mettre mes pieds sur le sol congolais. C'était comme toi, tu as dit, tu l'as pas encore fait ce pas, mais je comprends pourquoi tu dis c'est important. Retourner ben, sur sa tête, d'où on vient, son origine en fait. D'où on vient, mais c'est pas avant ça, je me sentais déjà africaine à 100%. Mais le fait d'être retournée, comme tu as dit, être en immersion, ben, d'être au Congo, quoi. Vraiment, vraiment, ouais, là, j'ai senti, vraiment, je me suis sentie encore plus parce que j'avais retrouvé cette atmosphère-là, et comme tu as dit, marcher sur les traces de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents et tout ça. C'est vraiment important, je trouve que c'est important. Et puis, oui, ça joue. Et donc, quand je suis revenue, ben, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui a été accompli, il y a un pas qui a été fait. Et là, je me sens pleinement euh, africaine, parce que j'ai vu aussi le Congo de mes propres yeux, pas par intermédiaire de télé ou de quoi. Donc, j'ai vécu le Congo et tout. Je suis repartie plusieurs fois. Et donc là, je suis contente. Ouais, je me sens vraiment. Ça a ajouté un plus. Voilà. Ça a ajouté un petit plus et tout. Donc Mhm. voilà un peu si. D'accord. Tu m'entends? Ouais. Et je sais pas pourquoi ça a coupé. Ouais. Ça avait coupé où? Jusqu'à où Euh, tu m'as entendu? Je t'ai entendu jusqu'à ce que tu dises, voilà pourquoi je me sens 100% africaine, 100% européenne. T'avais fini, t'avais conclu. Peut-être. Non, ça coupe encore. Ah. Ouais, du coup, ça a coupé où? Tu m'as entendu du coup? Je sais pas. Jusqu'à ce que tu dises que tu es 100% africaine, 100% européenne. T'as dit, voilà pourquoi je me sens 100% africaine, 100% Ah européenne. ouais. Mais ça fait longtemps que tu n'étais plus connecté alors. Bah, c'est toi Que qui tu étais plus m'entendais connecté. plus. Ouais, je t'entendais plus. Mais tu m'entendais? Ah, ok. Mhm. Tu as entendu quand je parlais de quand j'étais retournée? Oui, en immersion, tout ça, sur les traces. Oui, t'avais fini en fait, t'avais fini de parler. Ah T'avais oui, fini. ok. Donc voilà, je sais pas, j'ai répondu à ta question alors. Oui, exactement. Donc voilà un petit peu. Tu as entendu quand je parlais du voyage et tout, quand j'étais partie, la phobie de l'avion et tout ça. Oui. Ah ok, bah, tu as tout entendu. Donc voilà. Une autre question du coup, selon toi, qu'est-ce qui caractérise la femme africaine? Comment est-ce que tu peux définir ou qu'est-ce qui caractérise la femme africaine selon toi? Hum, je vais pas dire sa couleur de peau parce que voilà, il y a des métis, il y a des gens qui sont un peu plus clairs, il y a des albinos, enfin bref. Donc je vais pas dire la couleur de peau,
Mais moi, je veux dire son identité personnelle, comment elle se reconnaît personnellement en tant qu'Africaine, euh, et Mm. les valeurs qu'elle porte à la culture africaine et la fierté d'être africaine et de porter sa culture, même de la mettre en évidence ou pas, mais voilà, c'est plus l'identité intérieure et le fait de D'accord, s'affirmer. ce qu'elle porte à l'intérieur, ok, dans sa tête, Mhm. dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de vivre Oui, ses origines. voilà, sa culture, même parce qu'en fait, les Africains, ils n'ont pas la même culture, le même respect, les mêmes valeurs, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est ce qu'on représente Mm. au quotidien. Quand tu parles justement des valeurs de la culture africaine, parce que voilà, chaque culture a des choses qu'elle met en avant par Mhm. rapport à d'autres cultures. Et donc, qu'est-ce que la culture africaine, à tes yeux, met en avant? Qu'est-ce que tu apprécies comme valeur de la culture africaine? Et qu'est-ce que tu Euh, apprécies moins? j'aime la convivialité, la façon d'accueillir les gens, la façon d'accueillir les gens dans son espace personnel, enfin, je vais pas dire dans son intimité parce que voilà, mais euh, j'ai pas le mot. Comment dire? On est Sa très, manière de recevoir? voilà, la manière de recevoir, la manière de communiquer, la manière de respecter, euh, ouais, tout ça. Après là, je peux pas dire parce que je trouve quand même que le fait d'être en France, souvent, ça efface beaucoup de nos valeurs. Les réalités de la vie font que on est, voilà, c'est surtout quand on se retrouve entre Africains qu'on peut manifester toutes ces choses-là. Donc c'est un Ouais. peu, Tu trouves que le fait d'évoluer en dehors de notre continent d'origine, ça, ça efface ce côté-là? ça Ça les inhibe biaise un un peu peu. ce côté-là de nos valeurs africaines? Oui, parce que je trouve que c'est un peu gros ce que je veux dire, mais on est confronté à des réalités sur le terrain étranger qui font qu'on est obligé de s'adapter quelque part. On est obligé de s'adapter. Voilà, on va pas se balader avec un panier de fruits comme ça sur la tête quand on fait nos courses, tout ça. Donc rien que ça, même aussi la façon d'être, nos manières de répondre, nos façons de se défendre aussi, font qu'en fait on est obligé de quelque part, de s'adapter, de s'effacer pour. C'est pas général, hein, c'est dans certaines situations, et Mhm. même dans ce que je vois dans mon entourage, tout ça, quelque part, oui, on s'efface face, enfin, au regard de nos collègues, de tout ça. Mais après, c'est quand on se retrouve qu'on peut retrouver une grande partie de nos valeurs. Je sais pas si. Ouais, ben c'est vrai. C'est une réalité, ce que tu dis, c'est vrai, mais justement, mais pourquoi? Parce que comme tu dis, bah, porter des charges sur la tête et tout, mais pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui empêche? Parce que En fait, moi, j'en vois peu, mais j'en vois des femmes qui il le font. J'en vois peu, faut aller mais à j'en vois qui Paris, le faut aller à font. Mais qu'est-ce qui nous Toulouse. empêcherait de le faire? Pourquoi ne pas le faire? Mais je pense que c'est le regard des Qu'est-ce qui gens. bloque? Non seulement il y a le regard Mhm. des gens, et il y a aussi le, en France, il y a quand même des caddies, il y a des petits chariots qu'on peut, voilà, il y a des sacs. C'est pas, en Afrique, il n'y a pas ça, il y a pas sûrement des chariots, des sacs. Il y en a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui aura ça. Mhm, 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 mhm. Et, et voilà, c'est pas la même Donc, logistique. comme il y a d'autres alternatives, alors comme il y a d'autres alternatives et tout, donc on oublie sa propre culture pour s'européaniser. C'est ça? Mhm. Mhm. Mais oui, et après, il y a le regard des gens quand même. Si quelqu'un passe avec toute sa charge alimentaire, toutes ses courses qu'elle est partie faire à Carrefour, qui apporte ça sur sa tête, les gens ils vont la regarder. Et moi, perso, j'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu, si ce n'est à Château-Rouge ou. Mhm. Donc, tu trouves que cette femme africaine-là, de manière générale, bien sûr, ça, selon toi aussi, parce que, attention, on respecte la vie de tous, elle est sensible à ce regard-là, au regard des autres.
et ce qui lui fait mettre de côté, parfois volontairement ou involontairement, sa propre culture. Oui, mais après, il y en a, là j'ai pris l'exemple voilà, de la charge sur la tête, mais il y a des femmes qui Mm. portent toujours leur enfant avec un pagne sur le dos, ça se fait toujours. Et quand même, peu importe, hein, mais quand on arrive quelque part, on a tous un peu aussi ce réflexe de s'adapter un minimum. Mm. Et, euh, et c'est pas seulement ça qui va faire son identité, après il y a autre chose. Il y a autre Mm. chose, et comme dit, ça dépend vraiment des milieux. Selon les milieux que je fréquente, on va retrouver à 100% la culture africaine. Par exemple, moi, en tant qu'infirmière, je vais à domicile. Quand je me rends dans des foyers, donc c'est un peu des hôtels qui, voilà, qui accueillent maintenant des familles. Il y a la culture Mm. africaine, mais là-bas, c'est, voilà, les gens, ils ouvrent leur appartement, chacun laisse sa Mm. porte de chambre ouverte, et les enfants, ils vont de chambre en chambre, ils s'amusent, ils se retrouvent entre eux. Mhm. Il y a une maman qui va décider de faire à manger, et puis c'est toutes les femmes, tous les enfants qui vont venir manger autour de cette table-là. Mhm. C'est pas vraiment, ça c'est culturel en fait. C'est vraiment culturel d'être à l'aise à ce niveau-là. Et les Européens aussi ils le font, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Je vois là Noëlla qui nous a rejoint. Alors, bonsoir Noëlla. Je vois que ton micro et ta vidéo sont coupés. Bon, peut-être que tu peux pas. Si tu peux intervenir, tu es la bienvenue, hein. Coucou, Hello, hello. Ouais, parce ça que j'ai va? du bruit autour de moi. Ouais, ça va et vous? Je suis Ah, en ok, vacances, t'as c'est le pour ça. bruit. Ah, Oui. ok. Attends, tu m'excuses, moi je démarre sur le truc là. Et ça m'a fait quitter, non? Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, ok. Donc, du coup, pour faire un petit récap, on parlait, donc on est réunis dans le cadre de la GIFA, la Journée internationale de la femme africaine. On parlait un petit peu, nous, de notre rapport à l'Afrique. Ben, nous, pour la plupart qui sommes nés ici en France, qui avons grandi en France, et quel est notre regard sur l'Afrique? Est-ce que le fait d'avoir grandi en France, d'être né en France et d'avoir grandi en France, est-ce que malgré ça, on se sent africaine ou pas? Et quel est notre lien avec nos origines? Donc, je ne sais pas, même s'il y a un peu de bruit derrière toi, si tu veux répondre, Noëlla, ton intervention sera la bienvenue. Mais sinon, on va poursuivre. Alors moi, franchement, j'ai pas encore été en Afrique, donc j'ai pas un regard sur l'africaine que je suis en Afrique. Et en plus, étant dans un couple mixte, j'essaie d'apporter ma touche africaine dans mon couple comme je peux. Mais ouais, enfin, je sais pas quoi dire. Est-ce que malgré tout, tu te sens africaine? Même si Bien sûr. tu es pas retournée, Ah, est-ce bien que tu te sûr. sens africaine? Ah, Par bien rapport sûr, à à quoi? 100%. Par rapport à ma culture, par rapport à l'éducation que j'ai eue. Aujourd'hui, je me sens plus africaine qu'européenne. Et déjà, même la dernière fois au travail, je dis oui, il y a mon pays qui joue. Et puis, il y a un collègue à moi qui me dit, mais la France ne joue pas? J'ai dit non, mon pays d'origine. Oh, mais t'es pas française? J'ai dit si, je suis française, mais d'origine. Donc, il y a le Congo qui est. Ah, ben dans ce cas-là, il faut dire ton pays d'origine. J'ai vu, oui, mais ça, c'est trop long à dire. Et tu avais bien compris. Il avait bien compris ce que je voulais dire, mais en somme, il voulait me faire comprendre comme si ben, tu te sens pas française. Si, je suis française, mais je ne peux pas nier le fait que je sois africaine avant tout, tu vois. Physiquement parlant, tu vois. Donc oui, non, je me sens complètement africaine. Complètement. Donc, tu as dit que tu te sens complètement africaine par rapport à l'éducation que tu as reçue, par rapport à ta culture. Est-ce qu'il y a quoi d'autre, par exemple? À la couleur de peau. Est-ce qu'elle peut Ah oui, trahir la couleur de bah, ça c'est sûr. peau? Ça, c'est sûr. Et du coup, parce que là, nous, on est directement concernés par rapport à des personnes qui sont nées sur le sol africain, qui sont venues par la suite habiter ailleurs qu'en Afrique, et nous qui sommes nés ici, grandis ici. Et il y a le poids, bon, il y a pas, c'est pas le poids, mais il y a la double culture. Donc, est-ce que la double culture, c'est un poids pour toi, pour vous? Est-ce que c'est un poids en fait? Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien ou vous le vivez naturellement?
pense pas que ce soit un poids, je pense qu'au contraire, c'est une richesse. Mais c'est vrai que le porter à bout de bras chaque jour, c'est quand même un combat ici dans un pays où on peut être confronté par exemple au racisme. Tu vois, donc comme je l'ai dit physiquement, on voit que je suis africaine, donc il faut prôner sa culture, prôner son pays aussi, mais en même temps, ne pas dire bah, je suis pas française. Donc la double culture, pour moi, c'est une force, c'est une richesse en fait. Ok, Et SP, moi-même, je dirais triple culture avec mes enfants que je suis obligé de leur en plus. Ouais, ouais, ouais. Du coup, inculquer ouais, en plus. la Bah, culture antillaise aussi. bah oui, oui. Bah, justement, comment tu gères, comment est-ce que tu vis ton africanité dans ta vie de tous les jours? Parce que justement, entre la culture française, européenne, la culture haïtienne, la culture congolaise, africaine, comment est-ce que tu vis, toi, ton africanité dans tout ça? Est-ce que ça te perd pas un petit peu? Est-ce que tu arrives à justement à vivre bah, voilà, tes origines? Et de quelle façon, en fait, tu mets ça en avant? De quelle manière tu fais vivre tes origines, en fait? De quelle manière? Déjà, même par la nourriture, par la façon de s'habiller. Moi, mes enfants, j'essaye de leur apprendre le lingala, notre langue. J'essaye, ouais, je fais ça. En même temps, comme moi aussi, je sais parler la langue de leur père, donc le créole haïtien, j'essaye aussi de leur inculquer ça pour pas qu'ils perdent en fait leur identité, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de leur identité. Dès qu'on les Mm. voit, on sait qu'ils sont pas européens. On va pas se mentir. Donc, on sait qu'ils sont africains. Donc là, pour moi, il faut qu'ils se débattent. Mais vous venez d'où? Il faut qu'ils sachent. Vous venez d'où? Mm. Vous êtes de quelle origine? Ah, ma mère, elle est congolaise de Kinshasa, mon père est haïtien. Ok, quelle ville? Euh, Est-ce que tu sais au moins dire bonjour, au moins un minimum? Est-ce que tu sais un Mm. plat, le président, enfin des choses, voilà. Donc, au quotidien, ça va être ouais, le langage, la nourriture et parfois même la façon de s'habiller. Aujourd'hui, moi, Mm. j'aime bien porter de la couleur au travail, porter du pagne. La dernière fois, j'avais la carte de l'Afrique en boucle d'oreille et on me demandait ah mais enfin on m'a alpagué en me disant mais tes boucles d'oreilles elles sont très jolies. Mm. Donc en mettant Mm. une petite touche ethnique dans le jean et le t-shirt porté quotidiennement par les Européens, tu vois, essayer de Mm. mettre notre petite touche et apporter notre petite touche quoi. Ok. Ben là, c'est important aussi parce on aborde le sujet de la transmission. Déjà, nous, on a parlé de ça, notre africanité à travers l'éducation de nos parents. Et là, maintenant, nous, on est devenus des parents. Donc, du coup, je repasse la parole à Espérance par rapport à tes enfants. Est-ce que tu leur transmets ta culture? Tu leur transmets cette double culture-là? Est-ce que tu leur parles de tes origines? Comment est-ce que tu gères cette transmission, en fait? Et est-ce qu'elle est importante pour toi? Alors oui, en fait, donc moi, mes enfants, ils sont comment dire, oui, ils sont aussi de double nationalité. Enfin, oui, triple aussi, comme là. Donc moi, en fait, la manière dont je leur apprends, dont je leur transmets un peu la culture africaine, c'est par la nourriture. Donc voilà, même si c'est un peu difficile parce que voilà, c'est des plats un peu forts, mais avec le temps, ils s'habituent. Donc déjà, il y a la nourriture. Ensuite, je leur apprends des petits mots, des petites phrases, dire merci, des choses comme ça. Et après, je leur apprends aussi des chansons. Sur YouTube, c'est facile à trouver. Donc, leur mettre un peu des chansons ou des fois des documentaires sur l'Afrique. Parce que voilà, pour qu'ils puissent un peu avoir une image de ce qu'est l'Afrique avant que un jour je puisse les emmener. Donc voilà, en fait, à distance, enfin comme je peux, je leur inculque un peu toutes ces façons de faire et aussi je les élève à pas de la même manière dont mes parents m'ont élevé, mais un peu avec les mêmes principes, voilà, les principes familiaux, la famille d'abord, des choses comme ça. Voilà, regarder un peu c'est en fait ces richesses que nos parents un peu nous ont donné dans l'éducation africaine. Voilà, parce qu'ils m'ont pas éduqué à l'européenne du tout, pas du tout. Voilà. Ah ouais, moi j'ai été élevée beaucoup à l'européenne, mais en fait c'est bizarre parce que je remarque qu'en grandissant,
que j'ai beaucoup été élevée à l'européenne, vraiment à la française et tout, comme en fait, chez moi, en fait, on parlait pas Lingala, Lari, toutes les langues là du Congo, on parlait pas ça c'est-à-dire que nos parents, ils parlaient que français avec nous. Ils nous parlaient Ça, que c'est vrai. en français dans la maison, en fait. Ouais. Moi, et puis bizarrement, depuis petite, je comprends le Lingala et tous les autres dialectes. Tous les autres dialectes, hein, que ce soit Kikongo, Munukutuba, Lari, je comprends ça comme il faut. Je me suis toujours demandé comment ça se fait, mais parce que c'est grâce aussi à mes tantes, grâce à l'entourage, grâce au voisinage. Parce que chez nous, à la maison, c'était que français, 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 en fait. Et même mes sœurs, elles me racontaient, celles qui sont nées au Congo et grandies au Congo, elles me racontaient que même chez nous, à la maison, contrairement aux autres familles, chez nous, on mangeait avec le couteau et la fourchette. Il n'y avait pas des histoires que non, avec les mains et tout, c'était couteau, fourchette et c'était français. Donc, c'est vrai que, bon, nous aussi, on est d'une famille de diplomates et tout. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup la culture française à la maison. Mais il y avait quand même la culture congolaise aussi qui était là présente en fait. Donc, je pense que c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je me sens à 100% congolaise et à 100% aussi française parce que on a eu vraiment les deux en fait. On a eu vraiment les deux. Et voilà, on a eu vraiment les deux à la maison et tout. Donc, les deux à la maison. Je sais même plus, oui, la question que je vous avais posée par rapport à la transmission. Oui, SP. Ben, ça y est. Ah, ok, non, je croyais que tu. Ouais. Non, en Je fait, oui. croyais Et que. puis, oui, moi aussi, c'est comme toi. Mes parents, ils nous ont parlé que français. Des fois, de temps en temps, pour nous apprendre quelques mots, ils parlaient Mhm. des langues du Congo. Mais Ouais. mais par contre, entre eux, ils parlaient pas français. Entre eux, ils parlaient pas du tout français. Oui, bah c'est ça en fait, mais je trouve que je sais pas c'était quoi leur idée derrière la tête parce que justement chez nous c'était que français français, mais quand mes parents, ma mère, elles se retrouvaient avec ses sœurs ou dans un autre environnement, bah c'était dans leur langue maternelle en fait. Donc je sais pas pourquoi ce choix et tout, mais quand même grâce à mes tantes et tout et comme tu as dit aussi, la culture africaine, c'est une culture qui est très ouverte sur les autres, en fait. Donc, les portes sont ouvertes, les maisons sont ouvertes. Ça veut dire que même si ton voisin, même si voilà, c'est ton voisin, mais il est d'origine africaine et encore plus ton pays d'origine, ça va devenir tout de suite comme la famille. Ça va plus être le voisin, ça va plus être monsieur tel ou madame tel, ça va être tonton, tantine, maman, papa. Et du coup, ça a fait aussi que Exactement. j'ai appris beaucoup, beaucoup aussi de notre culture ben, chez les tontines, tontons du quartier et tout. Et c'était un plus, quoi. Bien sûr, mais est-ce que c'était pas dans un souci d'intégration, justement, de pas de renier, mais de... De Parce que renier, facilité? renier, c'est Ouais, un peu fort, renier sa langue, c'est un peu fort, ouais, mais ouais, d'essayer de ne pas parler sa langue pour pouvoir prioriser, en fait, le français et que les enfants ne le soient pas français. dans... Ouais, que les enfants ne soient pas spécialement comme par exemple les Maliens, les Sénégalais, Ouais, ouais, eux, ouais. c'est très tôt, et puis c'est même, ouais, c'est très tôt qu'ils parlent leur langue, hein. Or que nous, c'est Mm. bien tard, hein. Nous, c'est vraiment Bien tard. tard, ouais, bien tard. Oui, ouais. Ben, je pense, en fait, je te rejoins là-dessus parce qu'en réfléchissant et vu que moi, aujourd'hui, j'évolue dans le milieu scolaire et tout, j'évolue dans le milieu scolaire, je me rends compte. C'est vrai, notre culture, là maintenant, quelle que soit la culture, hein, là on parle de l'Afrique, mais quelle que soit la culture, elle est importante, les origines, elles sont importantes, c'est notre identité, ça fait partie de l'identité, c'est important de la transmettre de génération en génération. Mais il faut savoir faire la part des choses. Et aujourd'hui, je me rends compte en fait que énormément d'enfants ont des difficultés au niveau scolaire. Et en fait, quand on creuse, quand on voit les difficultés des enfants à l'école et quand on creuse, on se rend compte que un des facteurs, malheureusement, un des facteurs, c'est parce qu'on ne parle pas français à la maison. Et le fait qu'on parle le français n'est pas parlé à la maison, c'est vraiment, ça cause des grosses difficultés pour l'enfant parce qu'à l'école, il aura des gros soucis de compréhension et il y aura des gros soucis de communication tout simplement. Or que la communication, elle est importante
des gros soucis de communication avec l'école, des gros soucis de communication, les parents avec les enseignants, les enfants entre eux. Mhm. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile l'intégration. Et c'est vrai que bah, parler une même langue, bah, ça contribue à l'intégration parce que tout simplement la communication et tout. Et ça, on s'en rend compte à l'école. Donc, effectivement, je pense que pour nous, je parle pour moi, pour ma famille, je pense que ça a été un plus parce que on n'a pas eu cette difficulté par rapport à la barrière de la langue. On n'a pas eu cette difficulté. Et aujourd'hui, évoluant dans le milieu scolaire, je vois à quel point c'est une richesse, mais à quel point c'est très, très difficile pour ces enfants de s'intégrer et de comprendre les bases à l'école. C'est des enfants, sincèrement, je le dis, ils comprennent rien. Et on est obligé, ils sont obligés de suivre des dispositifs en plus de l'école pour pouvoir suivre leur scolarité, en fait. Donc, il y a un plus. Il y a du positif dans le fait que, ouais, c'est vrai. Dans ce sens-là, je te rejoins. Mais moi, je cache pas non plus que le fait que les parents, ils aient parlé que français, je trouve que aujourd'hui, ça me manque en fait de pas parler le Lingala, le Mulukutuba ou le Mhm. Lari couramment. Mhm. Ça me manque vraiment. Et je trouve que c'est Mhm. dommage parce que c'est un bagage que je n'ai pas. C'est un bagage que je n'ai pas. De un, il y a ça. Et il y a aussi une chose que je trouve dommage chez nous, surtout les, Congolais, voilà, le centrafricain. On donne pas non plus de prénoms africains à nos enfants. Nous, on est là, on se retrouve avec des prénoms, voilà quoi. Mais, et moi, en fait, ce que j'admire chez les pays, les Maghrébins, les Maliens, Sénégalais, tout ça, ils donnent des prénoms selon leur origine. Et nous, on est là avec des prénoms, on donne des prénoms français ou des prénoms de la Bible, mais qui n'ont rien Absolument. à voir avec la culture. Et moi, c'est pour Absolument. ça en fait, que mon premier fils, après, j'ai regretté, mon premier fils, je lui ai donné un prénom. Je l'ai appelé Ethan. Mais le deuxième, du coup, je l'ai appelé Edem, qui a des origines togolaises. Et je suis Mhm. contente. Et du coup, Ethan, je regrette. Je regrette beaucoup. Et même moi, mon Mhm. prénom, Aïe, aïe, aïe. mes parents, ils m'ont appelé Espérance. Si ils auraient pu le traduire dans une autre langue qui vient d'Afrique, si c'était vraiment le Mhm. Exactement. prénom qu'ils voulaient me donner. Alors voilà, Mm. tu sais, ils sont plus là, mais j'ai envie de leur dire, vous avez déconné, les gens. Noëlla, t'en penses quoi? T'en penses quoi de ce sujet-là, des prénoms, là? Mais totalement d'accord, totalement d'accord. Et Ah moi, je me non. suis rattrapée à la quatrième. Donc, tu vois, donc j'ai eu du temps pour réfléchir. C'est la dernière où je lui donne un nom Mhm. Chiluba, or que les autres, ils ont un nom hébraïque, tu Ah, vois. tu vois. Donc, on est vraiment Mhm. parti loin. Mhm. Bon, je me suis référée par rapport à la Bible. Mais c'est vrai, au début, moi, par exemple, mon deuxième prénom, c'est Kapinga. Étant donné comment on grandissait et tout machin, j'avais Ah, ça a Allô, on coupé, on t'entend. t'entend. Oui, c'est bon, oui, là, c'est bon, oui. honte de ce prénom. Ça veut dire, tu Mhm. vois, parce que je le cachais, ce prénom-là, je le détestais. Mais aujourd'hui, Mhm. limite, j'aimerais que un truc comme ça, tu vois. En fait, Mhm. on inverse Ouais. carrément la tendance, j'ai envie de dire, on Mais inverse la tendance. oui, vraiment, la tendance, elle est inversée, mais sincèrement, est-ce que donner un prénom africain à tes enfants, c'est vraiment, comme là, SP, toi, tu as dit que tu regrettes, mais est-ce que c'est vraiment ça qui met en valeur ses origines, en fait? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Parce que c'est vrai, tu as cité les autres cultures et tout, mais est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que c'est pas trop gros de dire, bah, comme je suis africaine, même si je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai jamais mis mes pieds en Afrique, mais j'ai mes origines africaines, donc je vais appeler mes enfants, je, je vais appeler mes Ben enfants, je sais non. pas, Kembo Kembo, Ben Elikia, oui, ah oui, il faut jamais Yano. dire. Mais Kimbo, ça a une belle Est-ce que signification. c'est pas trop Aujourd'hui, non, stéréotype? c'est pas trop. Parce qu'en fait, eux, les Maliens, aujourd'hui, maintenant, enfin, je sais pas, les Européens ou ceux qui sont un peu trop ancrés dans l'Europe, la France, ils se moquent du prénom Fatoumata. Ils se moquent du prénom, je sais pas, Mamadou. Dès qu'il y a un noir, on va dire Mamadou. Mais moi, je respecte celui qui s'appelle Mamadou. Au contraire, moi, je suis fière qu'il s'appelle Mamadou. Même si c'est pas moi qui ai donné ce prénom-là. Moi, Mamadou, j'appellerai pas mon enfant Mamadou parce que c'est pas en rapport avec mon pays. Mais aujourd'hui, moi, aujourd'hui, les gens, mes proches, je préfère qu'ils m'appellent Elikia parce que voilà, c'est la traduction de mon prénom plutôt que Espérance. Et même, je trouve que c'est plus joli. Et non, franchement, non. Si, il faut que j'appelle mon fils Kiembo parce que voilà.
la situation quand j'ai accouché a fait que non, Kembo, c'est ce qui pourrait Kembo, convenir. Kembo, il va fou. Je vais l'appeler Kembo. En plus, Kembo, c'est beau. Je suis désolée, je trouve que c'est beau. Mhm. Moi, je Non, trouve à que c'est l'école, on beau. va l'appeler Cambo. Oui, Ouais, oui, c'est ça, on va appeler combo. Aïe, 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 aïe. Mais ben, du vas-y. coup, Noëlla, par rapport, tu as dit, bon, un peu comme Espérance, c'est la dernière, tu as donné un nom vraiment typique et tout. Mais pourquoi est-ce que tu as comment dire, tu t'es senti obligée ou c'était fort en toi, en fait? Non, je me suis pas sentie obligée. Et moi, contrario comme Espérance, je regrette pas. Je regrette parce que réellement, les étaient mûrement réfléchis, etc. Je regrette pas. Mais je me suis rattrapée sur la dernière, mais je le sentais. Et de toute façon, c'était une révélation que j'avais eue depuis que fallait que je l'appelle comme ça. Donc moi, Hmm. c'était vraiment un choix vraiment de cœur, de cœur, de cœur. Mais ça aurait pu être dans une autre langue, hein. Ma fille, elle s'appelle Bénécha, bénédiction. J'aurais pu l'appeler Blessing en anglais, tu vois. Mais c'est vrai que en Chiluba, ça sonnait tellement bien. J'ai dit, vas-y, on part sur du Chiluba. Mhm. Mais c'est vrai que moi, pour les autres, non, 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 je ne regrette pas. Et moi, de mon côté, ça a Est-ce été que un déclic. Moi, ça a été un quoi, déclic. excuse-moi? Moi, de mon côté, ça a été un déclic. Parce que oui, Hmm. je cherchais un prénom pour le deuxième et je cherchais encore un prénom hébraïque. Après, le papa, à l'époque, il me dit, mais pourquoi tu cherches un prénom hébraïque? Est-ce que tu es hébreu? Est-ce que, voilà. Après, je me suis dit, c'est C'est vrai. terrible. Ouais, est-ce que je suis juive? Parce que, ouais, non. Après, c'est vrai que je me suis dit, c'est Est-ce vrai, que en fait. eux, ils donnent des prénoms de chez nous? Ben voilà. C'est ça Ça va aussi. être cette phrase un peu que tous les gars, tous les gars, c'est les gars qui disent ça. Est-ce qu'eux, ils donnent des prénoms de chez nous? Vous êtes là, vous donnez vos prénoms de la Bible et tout. Ouais, et franchement, c'est vrai. C'est Ouais, purement ouais. vrai. Personne, aucun juif, aucun arabe, aucun malien va donner un prénom du Congo à son enfant. Bon, maintenant, peut-être Mm, si, un peu. Mais voilà, et puis on est là, on donne des prénoms des autres pays gratuits comme ça. exactement. Là, on parle des Exactement. prénoms, l'origine des prénoms et tout ça. Maintenant, pour étendre un peu le sujet, par rapport à la femme africaine, est-ce que vous trouvez que, donc là, par rapport au choix des prénoms qu'on donne à nos enfants, mais on peut étendre le sujet pareil par rapport à tout ce qui est tissage, perruque, défrisage, coloration, dépigmentation. Est-ce Mhm. que vous trouvez que de manière générale, la femme africaine aujourd'hui, c'est une femme qui est complexée? Et est-ce que tout ça, là, cette mode, est-ce que c'est une forme de rejet ou de déni de ses origines? Moi, je Alors pense pour pas moi, du tout, hein. tu sais quoi? Moi, je pense pas du tout. Mais vas-y, vas-y. Bah oui, on commence, Noëlla, comme tu as pris la parole, et puis après, on passera la parole à SP. Ouais, moi, je trouve pas du tout. C'est vrai qu'au début, avec les défis... Attends. Azaël! C'est vrai qu'au début, avec les défrisages et tout machin, il y avait un engouement de vouloir ressembler à cette femme américaine qui a les longs cheveux et avoir les cheveux courts. C'était un synonyme de, enfin, pas d'être moche, mais je saurais pas comment le dire, mais que Ça tu étais manquait de plus belle avec les féminité. cheveux. Mm. Exactement. Mais que tu étais plus belle avec les cheveux, avec des cheveux longs et défrisés. Mais au fur et à mesure du temps, je pense que euh, la tendance a changé et que aujourd'hui porter l'afro comme porter une perruque, on s'assume très bien, on assume très bien notre féminité et notre côté africain. C'est pas parce qu'une fille aujourd'hui va porter un tissage ou qu'elle va porter je sais pas moi, des longues, des mèches hyper longues qu'elle se sent pas africaine, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui en parlant, ça se passe pas du tout. OK. Donc, on peut être fier de ses origines et se sentir totalement africaine alors qu'on défrise ses cheveux ou qu'on met des extensions ou des longues perruques ou la teinture blonde, tout ça. Oui, 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 bien sûr. En sachant qu'aujourd'hui, même des Européens portent des perruques. Tu peux porter une perruque même par rapport à ta santé. Il y en a qui ont des cancers et qui portent des perruques, tu vois. Et aujourd'hui, on a diabolisé les perruques. Ah, vous voulez ressembler aux blanches et tout, etc. Non, pas forcément. Mhm. C'est juste question esthétique, c'est tout, et de se sentir bien dans sa peau, en fait. Je peux très bien me sentir bien avec un long tissage blond, de la même manière que je peux me sentir bien avec un afro. Cela ne détermine pas la femme africaine que je suis, en fait.
Mhm. pour ma part. Et côté dépigmentation de la peau, pour celle qui Ah, ça, s'éclaircissent la peau, est-ce que c'est le ça pour moi, complexe ou est-ce que ouais, je pense ça... que je pense que là, il y a un complexe, il y a quelque chose là, il y a quelque chose, je pense. Moi, j'ai jamais compris personnellement. J'ai jamais compris le fait de vouloir être plus clair que tu ne l'es déjà, vouloir être métisse. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les métisses, c'était les métisses étaient les plus belles. Les métisses, les curly hair, c'était les plus belles. Ok, mais maintenant, euh, niveau santé, je pense que enfin, je crois qu'il y a un problème psychologique derrière. Et la plupart des personnes, enfin, sur 100% des personnes que tu demandes, ouais, tu t'as mis du choco, machin. Ah non, j'avais juste Mhm. une tache et c'est pour unifier mon teint. La plupart, genre, je peux vous dire 80% des personnes elles vont dire ça. Les 20 autres pourcents, elles vont assumer. 80% dire, ah non, j'avais trop de taches, j'ai mis un truc, ça m'a unifié le teint, c'est tout. Et je te connais depuis Mhm. 10 ans, t'as pris quelques teintes quand Ouais, même, hein. Mais vraiment, je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage, moi. Moi, je bronze, hein. Moi, là, j'étais au soleil, je suis au soleil, je bronze, Penza. Je veux devenir encore plus vraiment. noir et ça ne me dérange absolument pas. Mhm. Ok, SP, à ce sujet? Alors moi, je suis un peu plus radicale. Je suis vraiment très radicale. Surtout par rapport à la perruque. Pour moi, en fait, qu'on porte des perruques, il n'y a pas de souci. Les blanches, quand elles portent des perruques, elles ont les cheveux raides, elles vont porter des perruques cheveux raides. Maintenant, nous, il y a des perruques aussi cheveux crépus, donc je ne comprends pas pourquoi on ne mettrait pas une perruque qui a, je sais pas, un afro ou qui se rapproche plus de la tessiture, de la texture, pardon, de nos cheveux. Et je trouve Mhm. ça vraiment dommage parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que les femmes, enfin, autant elles peuvent mettre leurs cheveux crépus, par exemple, comme toi, Noëlla, mais souvent, c'est parce qu'elles se trouvent coiffées. Elles se trouvent coiffées quand elles ont les cheveux raides. Alors que moi, quand j'ai un afro, la texture de mon cheveu dit que je suis coiffée comme ça. Je suis coiffée comme ça, en fait. Et beaucoup se trouvent Mhm. plus belles avec des cheveux lisses, avec des perruques lisses. Et nombreuses Mhm. sont les femmes qui ont au moins 30 perruques, 10 perruques, j'abuse un peu, mais ont 10 perruques chez elles, en fait. Et pour moi, c'est dommage, en fait, de ne pas mettre en valeur ce cheveu-là. En plus, moi, nos cheveux qu'on a, je trouve que c'est bien parce qu'on peut les coiffer différemment. Ça, on peut se faire des coupes, ça tient. Autant on peut se passer une brosse, mais enfin moi je ferais pas ça, les lisser, tout ça, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, je préfère voir une femme avec des nattes, des mèches, des longues nattes dans la tête, plutôt qu'avec une perruque. Moi je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage, je vais pas juger, mais je trouve ça dommage que on mette pas en fait en valeur la beauté du cheveu africain. Mais voilà la beauté de cette texture-là que après il y en a beaucoup qui trouveront comment dire des prétextes. Oui, c'est Ils dur à vont se coiffer. justifier, ouais. Mhm. Voilà, j'ai les cheveux très durs, c'est dur à coiffer. Le matin, j'ai pas le temps, donc voilà, je mets ma perruque. Mhm. Mais en fait, faut prendre le temps. C'est un cheveu qui demande Oui, maman. qui demande du temps en fait, qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Et pour moi, en plus, même, c'est une chance que, voilà, faut prendre le temps de prendre soin de ce cheveu, ce bagage qu'on a. Voilà, faut le dorloter, je sais pas, faut trouver, en fait, le soin qui lui est adapté et faire une Mhm. routine. Tout ça, pour moi, c'est grave important. C'est grave important. Et puis après, bon, la couleur de la peau, faut pas abuser. Enfin, mettre du choco, tout ça, tout Mhm. ça, ça a une origine aussi. Tous ces complexes qu'on peut avoir, le fait qu'on porte des perruques, ça a une origine, en fait, qui remonte, en fait, à l'esclavage, au temps où on était vraiment, on nous piétinait dessus, en fait. Donc, c'est un peu biaisé notre identité. Je sais que la couleur de peau, en fait, c'était quand les colons, ces gens-là, ils venaient, en fait, choisir des esclaves. Et ils disaient, ils préféraient ceux qui étaient plus clairs parce qu'ils étaient plus beaux pour eux. Alors que nous, au temps de la royauté africaine, quand il y avait des royaumes, plus t'étais noir et plus t'étais beau, en fait. Et du coup, ils ont un peu effacé cette Mhm. identité-là pour nous faire croire que quand t'es clair, t'es plus beau. Donc, et puis, c'est un truc un peu qui est resté dans nos mentalités. Même aujourd'hui, quand on arrive en France, même depuis la maternelle, quand on est enfant, quand t'es noir, t'es du caca, t'es noir comme du caca, je sais pas quoi. Et puis, ceux qui sont un peu plus clairs, ils sont un peu plus appréciés, tout ça. C'est un truc, en fait, qui est un peu ancré dans nos Mhm. mentalités. Mhm. C'est quelque chose qu'on Ah, peut. là, il y a beaucoup de choses, hein.
Il y a beaucoup de choses par rapport à la culture, parce que là, tu parles carrément, là, tu es remonté très loin, autant de Oui, l'esclavage mais et tout. oui, Mais c'est vrai que je ça trouve fait un que, moment. bah oui, en fait, notre couleur là, et nos origines, qu'on le veuille ou non, ça, il y a une histoire. Et comme on porte cette couleur, on porte cette histoire partout. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses de l'esclavage et tout. Mais après, moi, je dis, il faut aussi tourner aussi une page. C'est vrai qu'il y a notre histoire, ça fait partie de notre identité et tout. Mais on a le choix. Est-ce qu'on continue à vivre, entre guillemets, comment dire, toujours attaché à ce qui s'est passé, oui, parce qu'au temps de l'esclavage, nanana. Donc aujourd'hui, je Non, m'affirme, aujourd'hui, non, pas non, de non, c'est pas perruques, ça. C'est afro, pas ça. afro, C'est pas afro, ça. mon Non, en mec. fait, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Et en fait, moi, maintenant, si tu dis on tourne la page, ok, il y a eu l'esclavage, on tourne la page, ben revenons-en à ce qu'on était avant. Pourquoi maintenant c'est plutôt ça, en fait, retrouvons en fait ce qui nous a été volé. C'est pas en fait, moi je dis oui, non, c'est à cause de eux, c'est à cause de ça. Non, en fait, il s'est passé ça. Ok, on tourne la page. Ouais, non, faut pas tourner la page. On tourne la page si on veut, mais il faut pas oublier, hein. Et en fait, faut le savoir, c'est une Bah, force. moi, je trouve qu'il y a deux choses, il y a deux types. Comme Noëlla et toi, il y a deux types en fait. Bon, il y a plusieurs types. Il y a des femmes vraiment qui, entre guillemets, bah, qui s'assument. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bah, je suis noire, je suis africaine. Peu importe ce que je fais de mes cheveux, en fait, c'est pas parce que je mets une perruque ou j'ai des cheveux je lisse mes cheveux ou je mets des mèches que je renie mon identité. Parce que ce sont des femmes comme toi ou Noëlla qui peuvent très bien aujourd'hui être avec l'afro et demain être avec les tresses. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une autre catégorie, vraiment, des femmes, tu ne verras jamais leurs cheveux naturels, tu verras jamais. Donc, si En elle plus, des enlève fois, la elles ont des perruque, là, beaux c'est pour... cheveux. Et pourtant, tu vois, Mhm. et pourtant, oui, comme tu dis et comme Espé a dit, le cheveu afro, c'est un très beau cheveu. C'est un cheveu avec lequel tu peux faire tout, 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 tout. C'est un très beau cheveu. Mais il y a de ces femmes, moi, je les place dans une autre catégorie. Tu ne verras jamais leurs cheveux. Ou comme dit SP, quand elles sortent avec leurs cheveux, pour elles, elles ne sont pas coiffées. Pour elles, être Mhm. coiffées, c'est quand elles ont fait des tresses ou elles ont mis une perruque ou un tissage. Or que, voilà. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai très longtemps aussi, entre guillemets, j'étais comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était, je me sentais pas du tout complexée ou quoi, mais c'est vrai que je sortais pas avec mes cheveux. Alors là, je pourrais pas vous expliquer à quoi c'était dû, pourquoi et tout. C'était vraiment tissage, 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 mèche. C'était rare que je reste avec mes cheveux comme ça. On le faisait à l'époque en maternelle quand nos mamans nous faisaient les chicottes et nous envoyaient à l'école avec les chicottes et tout, les cheveux au fil. Ah, je crois ça. Ah oui, tiens, peut-être c'était là le traumatisme, hein. Partir à l'école avec les chicottes, les cheveux au fil et Mais tout. oui. Aïe, aïe. Mhm. Maman, mais après, du coup, en grandissant, j'ai dit non, non, non. Pour moi, effectivement, être bien coiffé, c'était, et surtout qu'il y avait ce truc-là qu'à la rentrée, il fallait se coiffer. Donc, c'était les mèches, les mèches, les mèches, les mèches et tout. Bon, on a grandi avec ça. Mais c'est après, comme avec la conscience et, je sais pas, la maturité, comme j'avais dit au début du talk show là et tout, ben, quand j'ai commencé à m'assumer, je me dis, ben non, ben, j'ai des cheveux aussi, je peux faire tout et rien. Et je reste de plus en plus avec mes cheveux, en fait. Mais je peux passer du coq à l'âne comme ça ne définit en rien mon identité, en fait. Je me sens autant africaine, autant femme quand je suis avec l'afro, cheveux courts, cheveux rasés, parce qu'il y a même un temps où il y a des moments où je rase carrément, je coupe court ou je rase, que quand j'ai des perruques, les mèches et tout, je me sens toujours autant africaine et tout ça. Donc, Mhm. Noëlla, tu disais quelque chose par rapport aux cheveux? Non, mais c'est vrai que parfois, tu vois, ce genre de femmes où tu vois jamais leurs cheveux, elles ont d'hyper beaux cheveux. Mais comme disait au CSP, certaines mettent en avant le fait qu'elles n'ont pas le temps de les coiffer, qu'elles n'ont C'est pas le vrai temps de aussi, les ça. traiter, etc. Mais c'est vrai que le cheveu afro, il a besoin d'attention aussi, tu vois. Et c'est plus rapide de se faire des tresses, des nattes collées par une coiffeuse. Ah ouais, Tu payes franchement, 10, 15 € franchement. et tu mets ta perruque. Tu vois, donc c'est parce que certaines, juste, elles veulent la facilité. Oui, Aujourd'hui, le métro, boulot, dodo, parfois on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, c'est vraiment vraiment, pas. ça c'est vrai, hein. Le fait d'avoir parlé, moi, avec des femmes, parce qu'aujourd'hui, lorsque je coiffe certaines femmes
Ça a coupé un peu. Ah, on t'entend plus, nous. C'est pour le travail. Donc, c'est vraiment Mhm, pas, c'est bon. certaines, c'est vraiment pas pour renier. C'est vraiment Mhm, pas pour mhm. renier, c'est vraiment par manque de temps. Aujourd'hui, métro, boulot, dodo, Exact, et je exact, cours. Je cours vraiment. Et c'est vrai qu'au exact. début, moi, j'avais eu le discours d'espérance, hein. J'avais ce discours-là parce que je ne savais pas. J'avais ce discours-là, mais qu'est-ce qu'elles ont avec ces perruques et tout, machin, les tissages et tout. J'avais arrêté net, moi, de faire tout ça. J'avais arrêté net. Plus de Mhm, perruques, plus de machin. mhm, mhm, Mais après, j'ai parlé à ces femmes-là, j'ai essayé de comprendre et ouais, j'ai compris en fait. Franchement, j'ai compris certaines. mhm. Et t'as Certaines. compris Parce quoi? que effectivement, certaines, ah non, moi, mes cheveux afro, machin. Il y en a qui connaissent pas aussi leurs cheveux. Tu vois, il y en a qui n'ont pas pris ce Aussi, temps de ouais. connaître leurs cheveux parce que quand on était plus jeune, tu envoies ton enfant, enfin, nos mamans nous envoyaient chez Tantine Intel, elle nous coiffait, et puis c'était fini. Mhm. On défrisait même nos C'est cheveux. tout. Donc on sort d'un gros bagage. On défrisait même nos cheveux, tu vois. Donc C'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai. si C'est tu prends pas le temps de te renseigner sur ta texture, mais tes cheveux, effectivement, ils vont vrai. jamais pousser, ils seront secs, etc. Et Mhm, tu vas. mhm, mhm. Et à ce moment-là, oui, tu es fatigué de les traiter. Et à ce moment-là, tu décides de mettre que des perruques parce que tu en as marre. Mais quand tu prends le temps de voir que tu as une belle texture, de voir que si tu Mhm, rajoutes un shampoing dans ton mois, de voir que si tu fais juste un petit masque, que la texture de tes mhm, cheveux peuvent changer, que regarde, si tu les coiffes de cette manière, tes cheveux peuvent changer, à ce moment-là, tu prends conscience. mhm, Tu vois, et c'est comme ça, moi, mhm. personnellement, que j'ai pris conscience. Au début, ah, les cheveux crépus, ah non, défrisage, défrisage, défrisage. Je mettais même du big end pour que ce soit bien noir, donc bien lisse, Hey! etc. Bien lisse. Donc, je sais pas, peut-être que je me prenais pour une chinoise, je sais pas. Mais quand j'ai Mhm, décidé de les mhm, couper et vraiment de suivre le cheveu, ok, donc on peut couper les cheveux, ok, big shop, ok, donc si on fait un shampoing, faut prendre celui-là, faut faire ci, faut faire ça, je peux faire ci, je peux pas faire ça. Là, tu commences à mhm, comprendre certaines choses. Mais mhm. c'est une éducation capillaire à avoir aussi, hein. Une éducation. Ouais, excusez-moi. Mm. C'est une éducation. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, j'aimerais rajouter, avant de passer, parce qu'on va bientôt clôturer, aussi le regard des autres. SP, je crois que tu avais parlé de ça, le regard des autres joue. Moi, c'était dans le sens inverse me concernant, parce que en fait, voilà, j'avais pas l'habitude de laisser mes cheveux et tout, mais je me suis rendu compte les rares fois où je laissais mes cheveux et tout, juste voilà une coupe, le regard des gens, c'est pas possible. C'était tellement positif en fait. Les remarques que j'avais, même des inconnus, je me suis dit, mais non, mais et moi je me regarde, je dis, mais c'est pas possible. La tronche que j'ai là, vraiment, ils me disent, ils préfèrent comme ça qu'avec avec des mèches, ou que quand j'ai les nattes collées, ou que quand j'ai telle perruque lisse et tout. En fait, moi, ça m'étonnait, en fait, de voir les réactions et les remarques des gens. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai commencé, en fait, à me regarder aussi autrement. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il trouve la Délicia mieux avec ses cheveux-là, avec cette coupe-là où elle a ses cheveux, qu'avec des longs rastas, vraiment. J'avais du mal à croire, mais avec le temps, en fait, je me suis dit, bon, bah, attends, s'il voit ça, c'est que certainement aussi, oui, c'est ça. Donc, en fait, ça m'a quand même donné encore plus d'assurance, en fait. Ça m'a donné plus d'assurance. Et là, du coup, on a parlé de la transmission. Avec ma fille, tu ne verras pas de mèche sur la tête de ma fille, hein. Que je lui ai fait quoi une fois, c'était quoi peut-être un Noël comme ça, il n'y a pas longtemps, ou une rentrée. Mhm, Mais et encore, c'est vraiment genre, on ajoute au bout. Tu ne verras Mhm. pas une mèche sur la tête de ma fille. Et moi, Ah ma ouais. fille, elle est née, elle avait pas de cheveux. Elle avait pas de cheveux. Et la Donc, mienne, quand je l'ai pareil. regardée, je regardais sa tête, j'ai dit, mais Seigneur, la fille que tu m'as donnée là, j'ai une fille Pareil. et elle n'a pas de cheveux. Je mettais seulement les bandeaux, les bandeaux, les bandeaux. Je regardais la tête de l'enfant, j'ai dit, mais Seigneur, c'est ma seule fille, elle n'a pas de cheveux. Mais qu'est-ce qu'on va, on va devenir quoi là? Et je me Pareil. suis dit, bon, elle va rester avec les bandeaux. Et en fait, ouais, je crois à un an, il y avait une petite longueur comme ça qui est sortie comme ça. J'ai dit, ouf, je vais pouvoir attacher un petit élastique et tout. Donc, je commençais à mettre les élastiques et tout. J'étais un peu rassurée. J'ai dit, bon, même si c'est une petite longueur, au moins on peut mettre les chouchous, les élastiques, ça fait de la couleur dans les cheveux, c'est joli. Donc, ça m'a rassurée.
Mais je vous dis, j'ai rien compris, hein. Du jour au lendemain, les cheveux, pouf, je commençais à faire des nattes, une petite longueur comme ça, des nattes. Et quand je défaisais, je faisais un petit shampoing, une petite pommade, un petit shampoing, une petite pommade. À chaque fois que je défaisais ses cheveux, ça avait pris deux tailles. Et jusqu'aujourd'hui, la touffe. Donc, elle a la touffe et la longueur. Et en fait, tous les jours, à chaque fois que je m'occupe de ses cheveux, je lui dis, t'as tellement des beaux cheveux, ma fille. T'es tellement belle avec tes cheveux. Et en fait, quand je la Mhm. coiffe ou quand quelqu'un d'autre la coiffe, c'est que des tresses avec ses cheveux. Aucune mèche, rien du tout, c'est que des tresses avec ses cheveux. Et je lui répète toujours, tu vois comme tu es belle, comme tu es jolie, toi, tu n'as pas besoin. Ne mets jamais de mèche, ne mets jamais. Tu fais ton shampoing, tu mets les crèmes, tu peignes et tu fais ton chignon, tu fais tes couettes, tu fais tes tresses. Et je lui répète ça tout le temps parce que je me dis, elle va grandir avec ça dans sa tête et plus tard, ça va être quelqu'un qui va prendre le temps, justement, comme on dit, de s'occuper de ses cheveux à elle, de ne pas avoir le complexe que ah, j'ai beaucoup de cheveux, ah, c'est crépus, ah, c'est dur. Non, elle saura comment s'occuper de ses cheveux et puis se tresser et se coiffer. Mais en tout cas, moi aussi, par rapport à l'éducation, je me suis dit, je lui transmets ça, qu'elle puisse pas avoir dans sa tête que pour être belle ou être bien ou être jolie ou que mon cheveu soit bien, il faut les tresses ou les perruques ou quoi. Je lui dis tous les jours, t'as pas besoin. Tu as tellement des beaux cheveux et Dieu merci, franchement, les cheveux, là, quand je vois moi-même, je dis, si je pouvais prendre ça, mettre sur ma tête, quelqu'un qui avait le crâne chauve. Donc voilà un petit peu l'histoire. Ok. Voilà un peu l'histoire. Bah, du coup, les filles, on arrive vers la fin. Bon, il y a très peu, mais il y a peu que bon, qui sont connectés, mais j'ai enregistré des bouts. Je pourrais partager des petites parties si vous m'autorisez. Du coup, le but aujourd'hui, c'était vraiment, nous, d'échanger un petit peu sur bah, notre identité à nous, notre regard en tant que femme africaine de la diaspora, comment on se sent, est-ce qu'on se sent africaine ou pas, si oui, sinon, euh, pour quelles raisons. Et du coup, on va finir par cette question, en fait, notre regard sur l'Afrique. Parce qu'on a parlé de nous en tant que femmes africaines de la diaspora. Mais du coup, au jour d'aujourd'hui, quel est le regard qu'on a sur l'Afrique? Quel est le regard qu'on a sur notre pays d'origine, en fait? Quel est notre regard sur le continent? Et la deuxième question, je pose les deux, comme ça chacune pourra se projeter. Quel est notre regard sur l'Afrique? Et est-ce qu'on a des projets pour l'Afrique en tant que femme africaine? Est-ce qu'on a des projets ou est-ce qu'il y a des actions qu'on mène déjà ou qu'on a à cœur de mener en faveur de l'Afrique et particulièrement en faveur de la femme africaine parce que c'est notre sujet. Donc voilà, la parole est libre. Est-ce que Alors, comme je te vois à l'écran, vas-y, oui. oui. Alors moi, en fait, le regard que j'ai sur l'Afrique, c'est un regard d'espoir. C'est vraiment un regard d'espoir que c'est, comment dire, que du bien peut, l'amélioration en fait peut arriver en Afrique. Vous m'entendez? Oui, Oui, Ouais. oui. oui, oui, Voilà. oui. Que l'Afrique peut s'améliorer en fait. Que, voilà, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer en bien, que l'Afrique peut se développer davantage et pouvoir accueillir de nouveau, parce que ouais, l'instabilité fait que beaucoup de gens fuient un peu l'Afrique. Mais moi, je pense que les choses peuvent s'améliorer. Enfin, j'ai l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Et moi, comme projet, en fait, enfin, c'est un truc qui m'a toujours, que j'ai toujours eu à cœur, c'est de par mon métier, peut-être ouvrir des dispensaires, voilà, des centres de soins pour les femmes, les enfants et ben, les hommes aussi, peu importe. Voilà, et voilà, pouvoir développer quelque chose là-bas. Et Pas qu'est-ce qui te forcément. manque pour te lancer? Ah ben, on n'y va pas comme ça. Faut ça, faut s'organiser, faut des moyens, faut déjà s'organiser en France pour pouvoir y aller. Moi, je suis seule avec des enfants, donc je peux pas me dire, je ramasse mes enfants, je vais là-bas, ou je laisse mes enfants, je vais là-bas. Non, voilà, faut aussi que je sois entourée, il faut une équipe, faut pas que je le fasse seule. Mhm. Et voilà. Et j'aime pas commencer à en parler autour de moi pour vraiment mettre le projet sur table et pouvoir commencer à le faire. Donc,
Voilà. Bon. Faut que je me... Objectif, dernier trimestre de l'année 2026-2027. Voilà. Ok. Projet 2026-2027. La même question pour Noëlla. Si t'es toujours connectée, je sais pas. Oui, je te vois. Oui, je suis là. Ouais. Je suis en train de courir contre le bruit là-bas, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Voilà, fini. Alors, ouais, moi, je vais rejoindre Espérance, hein, c'est un regard d'espoir que j'ai pour mon Afrique de demain, en sachant que la diaspora, je pense qu'elle arrive en force. Je pense qu'elle a compris que l'Afrique a Mm. besoin d'un nouveau regard, d'une petite touche occidentale, en fait, là-bas. Et ouais, moi, franchement, j'aimerais trop y investir. Euh, Déjà, j'aimerais bien construire ma maison là-bas pour que mes enfants puissent avoir un pied-à-terre aussi là-bas quand ils iront. Moi-même, pourquoi pas finir mes beaux jours là-bas, si Dieu me le permet. Et aussi, je sais on a tellement de choses à faire ici en France, mais l'Afrique a aussi besoin de nous, tu vois. Et moi, les orphelinats, c'est quelque chose qui me prend aux tripes en étant maman. Je sais que lorsque je vois les reportages et tout machin et que je vois de nombreux enfants sans maman, qui ne mangent pas, qui sont dans les rues, etc., il y a réellement un travail. Il y a réellement un travail à faire. Et de notre petite contribution, je ne sais pas comment j'aimerais amener ce projet, mais de notre petite contribution, tu sais, on est tellement à travailler en France, même un petit Mm. 5 euros par mois, je sais que ça peut nourrir tellement de personnes, tu vois. Mm. Ouais. Et, tu vois, moi, c'est ça qui me prend à cœur. Ok, bah du coup, bah, moi-même je vais répondre aussi au sujet. Ben, je vous rejoins, hein, je vous rejoins. Moi, ce qui m'a toujours marqué, parce qu'on a grandi avec ces images, dès qu'on regardait la télé ou on parlait de l'Afrique à la télé, tout de suite on montrait des images des gens dans la forêt, des gens dans la brousse, on montrait les lions, les éléphants et tout. Donc j'ai grandi avec ces images-là, j'ai dit, ah vraiment l'Afrique c'est la savane quoi, c'est les animaux sauvages, c'est les crocodiles, c'est les tout ça et tout. Et, et puis après, en grandissant, je me suis rendu compte que oh, ben, ma mère partait souvent, mes tantes, elles partaient et tout. Et je me suis dit, ouais, ben, elles sont bien courageuses et tout. Mais je me suis dit, bon, elles retournent, c'est leur pays d'origine. Donc, elles ont cet attachement et tout. Et sans plus, c'est avec le temps, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, que je me suis dit, bah, il faut repartir parce que bah, c'est nos origines, c'est notre terre et tout. Et je suis repartie une fois, deux fois, trois fois et tout. Et quand en fait j'ai mis mes pieds, franchement, au Congo, les deux Congos, parce que je suis allée dans les deux Congos, franchement, c'est tellement loin de l'image qu'on nous projette ici. Parce que on choisit les images en fait. Les gens, ils choisissent les images qu'ils veulent diffuser. Mais je vous assure, il y a des coins en Afrique mais c'est beaucoup plus magnifique que certains coins en France, en fait, que certains coins aux États-Unis. Donc, en fait, moi, mon regard sur l'Afrique, aujourd'hui, n'a rien à envier ni à l'Europe, ni à l'Amérique, ni à l'Asie, ni à aucun continent. Il y a tellement, tellement de richesse et de beauté dans tous les coins. Et ce que j'ai apprécié, j'ai remarqué, en fait, ici, on nous demande il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de papiers, Là-bas, en Afrique, tu te lèves, tu as envie de lancer un projet, un truc eh ben, tu te lances. On va pas t'exiger des choses. Tu te lances. Tu as envie de lancer une boutique voilà. Tu verras des femmes qui vendent des tomates, même des demi-tomates devant leur parcelle, devant leur maison. Elles vendent des morceaux de tomates, elles vendent des fruits, elles vendent des choses qu'elles ont cultivées derrière leur maison, dans leur parcelle. Elles le vendent, elles lancent leur petit commerce et elles vivent de ça. Elles élèvent leurs enfants avec ça. Et il y a même des témoignages. Elles payent les études de leurs enfants avec ça, comme on dit, avec l'argent des arachides, l'argent des beignets, elles payent les études de leurs enfants avec ça. Donc, en fait, franchement, l'Afrique n'a rien envie aux autres continents. Et j'ai l'image d'une Afrique, d'une femme africaine, mais courageuse, forte, qui ose, qui entreprend, qui fait des choses. Et c'est comme j'ai dit au début, la GIFA, on en parle aujourd'hui, 52 ans après, parce qu'il y a une femme africaine, cette femme Awa Keita, qui s'est levée, qui a dit, on va créer la journée internationale de la femme africaine. C'est une seule femme qui s'est levée après 52 ans ce mouvement, on en parle encore et ça a été reconnu.
même si c'était 10 ans après, ça a été reconnu par l'ONU et on en parle encore aujourd'hui, en fait. Donc, ça nous montre, en fait, quand une femme se lève, là, on parle de l'Afrique, donc j'ai parlé de la femme africaine, quand une femme africaine, elle décide quelque chose, elle se dit, je vais faire ça, je vais entreprendre, même si c'est difficile, quelle que soit l'adversité, elle y arrive. Et comme elle a eu toutes ses autres collègues aussi qui ont rejoint le mouvement, depuis ce premier GIFA en 1962, je pense, elles ont rejoint le mouvement chaque année jusqu'à aujourd'hui, il y a la GIFA. Donc, ça montre que quand une se lève, elle peut bouger, elle peut faire bouger les choses. Et quand les autres viennent soutenir, mais ça explose. Donc, en fait, c'est vraiment un message pour nous et un message pour nos enfants. Et par rapport aux actions et aux projets, à travers l'Association Divine, on a déjà mené beaucoup de projets sur le continent africain, plus précisément en Côte d'Ivoire et sur les deux Congos. En Côte d'Ivoire, on a fait beaucoup de dons aux femmes dans la précarité. On offre comment on appelle ça, des coffrets divines, en fait, des coffrets avec dedans des produits toilettes, des produits d'hygiène, des choses comme ça. Et puis, on offre aux femmes qui sont dans la précarité des serviettes hygiéniques et tout. Et au niveau des deux Congos, au jour d'aujourd'hui, on a des bons contacts avec des orphelinats, avec des dispensaires. Et ça fait que même quand moi-même, je ne voyage pas ou je ne suis pas sur place, les rares voyages que j'ai faits, j'ai pu créer vraiment des contacts. Et ça fait que sur place, il y a une petite équipe. J'ai au moins 2 personnes très, très fiables que même si je ne suis pas sur place, quand on a des dons ou des choses comme ça, je leur envoie et elles vont, euh, elles vont sur place dans des orphelinats ou des dispensaires pour déposer ces dons-là. Donc, et j'ai envie de dire, comme SP, tu as parlé du projet du dispensaire, Noéla, tu as parlé beaucoup des orphelinats, il y a énormément, bon, il y a des dispensaires au Congo. Je parle des Mhm. deux Congos parce que ça fonctionne de la même manière. Pour moi, Congo, on parle de deux Congos, mais c'est un seul, même pays, c'est exactement la même chose. Il y a des dispensaires au Congo, il y a énormément d'orphelinats. Donc, moi, c'est vrai, quand je suis allée, je me suis dit, bon, on a le projet, l'ambition de construire un orphelinat, de créer un orphelinat et tout. Oui, c'est un beau projet, ça demande des moyens, ça demande des choses. C'est un grand et beau projet, c'est réalisable. D'autres l'ont fait et continuent à le faire. Mais il y en a aussi tellement, en fait, qui sont là, qui existent, mais Mhm. qui se battent par leurs propres moyens. Tu vas arriver dans des orphelinats, les enfants, il n'y a pas de matelas. Tu vas arriver dans des Mhm. orphelinats, c'est un matelas pour 5, un matelas pour 10. Tu vas arriver dans des orphelinats, euh, ils vont pas avoir des assiettes pour manger ou des verres ou des couverts, en fait, des choses banales, en fait des choses banales, des Mhm. brosses à dents, des choses banales. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est beau d'avoir le projet de créer un orphelinat, mais déjà ceux qui sont là, qui se battent, Mhm. qui arrivent tant bien Exactement. que mal, des fois même avoir un repas par jour pour les enfants. Bon, ça fait, quand c'est des sujets qui touchent, tu te dis, Mhm. pourquoi pas déjà accompagner ceux qui sont là, les accompagner au quotidien ou comme on peut, pour qu'ils arrivent à continuer de faire vivre, en fait. Et en fait, je pense que c'est aussi une bonne option parce qu'il y a énormément d'orphelinats, mais qui n'ont aucun moyen. Donc, des fois, on se dit, on a tellement d'obligations aussi, des fois peu de moyens, mais je vous assure, des fois même un sac de riz, des fois même un jus, des fois même, moi, le dernier voyage que j'ai fait, on n'avait apporté ni à boire ni à manger, mais c'était des valises de jouets. Mais je vous assure, le regard des enfants, quand ils ont ouvert ces valises-là, parce qu'une chose que je me suis rendu compte aussi en Afrique, c'est vrai que il se base sur la priorité. La priorité, c'est de manger. La priorité, c'est manger et la priorité, c'est la scolarité pour donner un peu des bagages aux enfants pour demain. Donc, ils mettent tout dans l'alimentaire pour que les enfants mangent et pour que les enfants aillent à l'école. Et du coup, tout le reste là, les jouets, tu verras, tu vas te balader, tu verras pas les enfants jouer avec un ballon, avec un robot, avec une poupée, même la corde à sauter. C'est rare. Tu verras ça dans les familles qui sont vraiment aisées, ou même les enfants vont à la piscine ou des choses comme ça dans les familles aisées. Mais dans la vie de tous les jours là, il n'y a pas de jouets. Et je m'étais dit, j'avais pris l'engagement dès que je partirais, je ferai les dons de jouets. Mais je vous assure, rien que les petites Barbies, les choses que même nos enfants ici, là, ils calculent même pas. Ils calculent même pas. Mais là-bas, c'est un trésor. Donc, en fait, il y a des choses à faire et je lance l'info comme ça.
on a déjà un pied dedans, donc n'hésitez pas, même s'il faut partir. Même s'il faut partir, on a les contacts. N'hésitez pas à prendre contact avec l'association divine. On vous donnera les adresses, on vous mettra en relation avec les personnes. Même si c'est pas partir, mais ici sur place. Comme tu as dit, Noëlla, s'il y a 5 euros, un 10 euros, un 20 euros, en tout cas, on sait où ça peut aller en fait. Et on sait que ça va arriver et on sait que ça va faire quelque chose. Donc voilà un petit peu les actions et les projets. Et ce qu'on fait aussi à distance, c'est de payer les frais. C'est de payer les frais d'hospitalisation des femmes, en fait. Parce qu'il y a aussi une réalité en Afrique de manière générale, mais plus j'ai vu ça au Congo, c'est le seul pays où je suis partie. Quand tu vas pour accoucher, où tu vas déjà, si tu n'as pas l'argent dans ta main, on ne va pas s'occuper de toi, on ne va pas te prendre en charge. Tu peux être malade, je ne sais pas comment, être au bord de la mort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un grand taux de mortalité. Tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas des moyens, on ne va pas s'occuper de toi. Tu vas mourir là sur le pas de la porte. Et en fait, et d'autres qui vont pour accoucher, qui vont avancer des frais. Mais si, tant qu'elles n'ont pas réglé leur facture, elles vont rester à l'hôpital. Donc, ça devient un peu les otages de l'hôpital, en fait. Tant qu'elles n'ont pas payé leur facture, elles restent à l'hôpital. Elles restent là à l'hôpital et tout. Et donc, nous, ce qu'on fait quand il y a des moyens ou des choses comme ça, on fait un transfert et les personnes qui sont là-bas s'occupent d'aller voir là où il y a des factures qui sont abordables ou qu'on peut payer, on règle les factures d'hôpitaux et ces femmes-là qui viennent d'accoucher, bah, elles peuvent. Déjà, il y a des femmes qui ont accouché depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles peuvent rentrer chez elles à la maison. Donc, voilà ce qu'on fait un peu comme action et projet sur le continent. Voilà un petit peu. Là, bah, on est à la fin du programme. Un petit mot pour clôturer. SP, est-ce que tu peux clôturer ce programme avec tes mots et puis ensuite nous est là et puis après on va dire au revoir. Bah, écoute, moi, je te dis un grand merci d'avoir fait cette conférence parce que du coup, j'ai découvert la Journée internationale de la femme africaine, chose que je ne connaissais pas. C'était un débat, une conférence très enrichissante. On a pu échanger et apprendre aussi certaines réalités comme tu viens de nous expliquer sur la fin. Et je pense que du coup, ça ouvre ça ouvre la vision de la possibilité de faire des actions en Afrique et pour les choses qui sont déjà en place. Et même savoir que Divine est active, l'association Divine est très active sur le terrain africain, c'est bon à savoir et de savoir où investir par la suite. Voilà. Donc voilà, c'est ça mon mot de la fin. Merci pour cette conférence qui est très enrichissante. Merci. Noëlla, tu as un petit mot pour clôturer? Oui, bah, comme Espérance, moi je découvre cette journée internationale de la femme de la diaspora africaine. C'est vrai que je la connaissais pas du tout, mais ça a été un plaisir de la connaître aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, en tant que femme africaine, de toujours croire en nos rêves, de valoriser nos racines, notre culture, outre en dehors de l'Afrique, mais de ne pas oublier aussi notre continent africain et plus particulièrement notre pays d'origine. Et oui, très contente que l'association Divine ait pas mal d'actions déjà engagées. Et nous ne manquerons pas de soutenir l'association Divine. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez accordé à ce programme. En fait, c'était un temps pour vous, un temps pour moi, un temps pour chacune et tout. Je pense que c'était un sujet important parce que des fois, c'est vrai par rapport à notre posture à nous de double culture et tout ça, on ne sait pas vraiment comment se positionner, où se positionner et tout ça. C'est un débat de tous les jours en fait. C'est un débat de tous les jours et des fois même un combat de tous les jours parce qu'on a le cul entre deux chaises, le côté européen, le côté africain. Donc, c'est pas forcément évident de vivre avec ça tous les jours. Mais voilà, votre témoignage a permis de voir un peu comment chacune vit cette double culture et vit son africanité à fond, à 100%. Et j'ai bien aimé ce message-là bah, de s'assumer, assumer son identité, rester connecté avec ses origines, ses racines et surtout la vision d'avenir pour l'Afrique. Voilà, c'est pas parce qu'on est né en France, grandi en France, que voilà, on a oublié d'où on vient
et même plus, et ne pas avoir de projet ou d'avenir pour ce continent qui est aussi notre continent, parce que voilà, même si on n'évolue pas sur le continent africain, on est tout autant africaine. Ça se prouve pas, ça se justifie pas. Voilà, comme on a dit, ça se porte rien que sur notre peau. On ne peut pas nier d'où on vient et on l'assume à 1000%. Donc voilà, merci les filles pour le temps que vous avez accordé à ce petit moment. J'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Et puis, bah, écoutez, on se dit à bientôt, hein. On se dit à bientôt. Bye, 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 Yes, avec bye. plaisir. À bientôt. Bye bye. Bonne continuation, bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bye. Merci. Bye. Bye.